Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour une nouvelle capsule d'histoire de troisième, démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. En Europe, les difficultés économiques et politiques de l'entre-deux-guerres permettent l'émergence de plusieurs régimes totalitaires, en URSS, en Italie et en Allemagne. Ils sont fondés sur des idéologies différentes, mais présentent des caractéristiques communes, un chef tout-puissant et un parti unique qui impose son idéologie par la propagande, l'encadrement de la société et la répression de toute forme d'opposition. Face à eux, les démocraties fragilisées par la crise peinent à résister. Alors comment les régimes totalitaires s'affirment-ils face à des démocraties fragilisées? Grand 1. Les expériences totalitaires de l'entre-deux-guerres. A. L'URSS de Staline. La révolution d'octobre 1917 en Russie porte Lénine, le chef du parti bolchevique, au pouvoir. Pendant la guerre civile de 1917 à 1921, il met en place une dictature et installe un régime communiste avec un parti unique et une police politique qui traque les opposants. Après 4 ans de guerre civile, en 1922, l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, est créée. Lénine meurt en 1924. Staline, alors secrétaire général du parti, lui succède en éliminant tous ses opposants. Il poursuit alors la mise en place d'un régime totalitaire communiste et instaure un pouvoir personnel et totalitaire fondé sur la terreur. En 1929, Staline organise la planification de l'économie pour construire un État moderne et industrialisé. Des plans quinquennaux fixeront pour 5 ans les objectifs à atteindre. L'État va alors s'approprier tous les moyens de production et imposer la collectivisation forcée des terres. Les koulaks, ces paysans indépendants et enrichis par la politique mise en place par Lénine pour sortir de la guerre civile et qui s'opposent à la collectivisation, sont les premières victimes de la terreur stalinienne. Cette dékoulakisation fera plusieurs millions de victimes. Elle entraînera aussi de très grandes famines dans certaines régions soviétiques, comme le Kazakhstan, où la population a diminué de près de 2 millions d'habitants, ou l'Ukraine, où l'arme de la faim est aussi utilisée pour punir la paysannerie consciente de sa spécificité nationale. C'est l'Holodomor. La population est surveillée, les opposants sont réprimés et soumis aux travaux forcés dans les camps du Goulag. Entre 1937 et 1938, lors de la Grande Terreur stalinienne, 1,5 million de personnes sont arrêtées et jugées, y compris les plus hauts officiers de l'armée, dont Staline se méfiait. Au total, 750 000 personnes sont exécutées dans cette période. La propagande fait l'apologie du régime et de son chef, dans le cadre d'un culte de la personnalité. Embrigadés dans les komsomols, les organisations des jeunesses communistes, le parti, les fermes ou les usines d'État, la population doit rendre un culte à Staline, le petit père des peuples. Le chef, comme le peuple, représenté par l'ouvrier et la kolkhozienne, sont idéalisés. Grand B, l'Allemagne d'Hitler. L'Allemagne est particulièrement touchée par la crise économique mondiale qui a démarré aux États-Unis en octobre 1929. Elle compte 6 millions de chômeurs au début des années 1930. Ce contexte de crise économique et sociale favorise l'ascension d'Hitler au pouvoir. Formé en 1921, son parti, le NSDAP, le parti nazi, n'était alors qu'un petit parti nationaliste et antidémocratique. Il dénonçait les modalités du traité de Versailles et exigeait qu'un État fort aide le seul peuple allemand, le Volk, la communauté de sang. Mais l'échec du coup d'État de la brasserie en 1923 lui fait changer de stratégie. En prison, Hitler écrit Mein Kampf et prépare son retour par les voies démocratiques, tout en développant les formations paramilitaires du parti, les SA, section d'assaut, et la SS, sa garde rapprochée. La crise économique favorise l'ascension du nazisme. Le parti nazi remporte les élections en promettant du pain et du travail aux Allemands. Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933. En quelques semaines, à la suite de l'incendie du Reichstag, le Parlement, il met fin à la République de Weimar, interdit les partis politiques, suspend les libertés et instaure le Troisième Reich. Le régime nazi est totalitaire. Il développe la propagande et embrigade la population dès son plus jeune âge dans la jeunesse hitlérienne. Elle impose le culte de la personnalité du chef, le Führer, le guide en allemand. Les opposants sont traqués par la Gestapo, la police politique, et internés dans les camps de concentration qui apparaissent dans tout le pays. Le nazisme est une idéologie raciste et antisémite. Elle est théorisée dans Mein Kampf. Les peuples considérés comme de race inférieure doivent être éliminés au profit des Aryens, dont les Germains seraient les plus purs descendants et qui sont considérés comme une race supérieure. Pour purifier et développer la race aryenne,
Le régime met en place une politique nataliste, mais cherche aussi à écarter puis éliminer les handicapés et les malades mentaux, qu'il considère comme inutiles, par des stérilisations, puis leur mise à mort par l'opération T4. En 1935, les lois de Nuremberg excluent les Juifs de la société allemande. Les Juifs allemands perdent leur nationalité et sont discriminés par des interdictions de plus en plus importantes. Ces discriminations et ces violences culminent lors de la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1938. Les synagogues, les commerces et les maisons sont détruits et incendiés. Plus de 30 000 hommes seront arrêtés et conduits dans les camps de concentration. Il s'agit d'un tournant dans la persécution des Juifs par les nazis, un premier pas vers l'extermination. L'idéologie nazie est aussi expansionniste, car elle défend l'union du peuple allemand au sein d'un même État, le pangermanisme, et la possibilité pour lui de conquérir un vaste espace vital à l'Est, au nom de la supériorité de la race aryenne. Grand 2 des démocraties fragilisées face à la montée des périls. A. En France, l'expérience du Front populaire. La France est touchée plus tardivement, à partir de 1931, par la crise économique mondiale. Les gouvernements se succèdent et les ligues d'extrême droite développent leurs discours antiparlementaires. Le 6 février 1934, une manifestation est organisée et tourne à l'émeute devant l'Assemblée nationale. La gauche interprète l'événement comme une tentative de coup d'État fasciste et s'organise. Elle forme alors une union électorale pour faire barrage aux ligues et répondre à la crise. Le Front populaire est né. Il regroupe le Parti communiste français de Maurice Thorez, le Parti socialiste de Léon Blum, la SFIO, et le Parti radical d'Édouard Daladier. Il défend un programme commun minimum, le pain, la paix, la liberté. La victoire électorale du Front populaire de mai 1936 suscite beaucoup d'espoir. Les ouvriers occupent les usines. C'est le temps des grèves joyeuses pour maintenir la pression sur le gouvernement afin qu'il apporte des solutions à la crise. Le 7 juin 1936, le gouvernement de Léon Blum signe les accords de Matignon avec les syndicats d'ouvriers et de patrons. Il prévoit l'augmentation des salaires, la diminution de la durée de travail hebdomadaire de 48 à 40 heures, la reconnaissance du droit syndical et l'apparition de 2 semaines de congés payés. L'euphorie est cependant de courte durée car la croissance ne revient pas et le chômage augmente. Le Front populaire vacille. Le gouvernement sera définitivement renversé en 1938. Cette expérience reste cependant ancrée dans les mentalités et en particulier dans la mémoire ouvrière. Elle a suscité l'adhésion des ouvriers et le rejet de la bourgeoisie. Les mesures, elles, perdurent aujourd'hui. Grand B, la montée des périls en Europe. C'est un esprit pacifiste qui règne en Europe dans les années 1920, mais la politique expansionniste d'Hitler dans les années 1930 fait réapparaître le spectre de la guerre. Hitler multiplie les coups de force et viole un par un les modalités du traité de Versailles. Dès 1935, il réarme la Rhénanie et intensifie sa préparation militaire en développant des armes modernes, blindées, aviation, pourtant interdites par le traité. Il noue aussi une alliance militaire avec Mussolini, l'axe Rome-Berlin, en 1936. Hitler et Mussolini interviennent dans la guerre civile d'Espagne, du côté des nationalistes du général Franco, contre les républicains soutenus par les brigades internationales organisées par l'URSS. Il s'agit d'une répétition pour tester matériel et hommes et les préparer à la guerre. Le village basque de Guernica, rendu célèbre par l'ordre de Picasso, est bombardé, par exemple, par plus de 40 avions de la Légion Condor nazie. La marche à la guerre d'Hitler s'accélère à partir de 1938. En mars, il réalise l'Anschluss, l'union avec l'Autriche, puis en septembre annexe la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. La France et la Grande-Bretagne, attachées aux idées pacifistes, cèdent et signent les accords de Munich aux côtés d'Hitler et de son allié Mussolini, à la tête de l'Italie fasciste, un régime totalitaire aussi. Fort de cet accord, Hitler établit en mars 1939 un protectorat en Bohême-Moravie pour mettre la main sur un vaste territoire tchèque. À la fin du mois d'août, sa préparation se finalise par le pacte de non-agression, signé avec l'URSS. Ce traité prévoit une clause secrète, le partage de la Pologne entre le Reich et l'URSS. Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne. Ce sera le début de la Seconde Guerre mondiale. Les régimes totalitaires, nés en Europe dans l'entre-deux-guerres, présentent des pratiques communes. Le pouvoir d'un chef et d'un parti unique, une propagande intensive qui impose une idéologie, un encadrement total de la société et une répression ne laissant aucune place à l'opposition. Les démocraties sont fragilisées par la crise et peinent à résister face à ces nouveaux régimes. L'idéal démocratique, l'esprit pacifiste, n'empêcheront pas la guerre, mais les démocraties s'engageront pleinement pour combattre et anéantir les modèles totalitaires nazis et fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve prochainement pour aborder le thème de la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement.